Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous avons déjà commencé avec le module 4 de Cyber Security Operation. Bien, nous sommes au module 4 déjà. La dernière fois, nous avons expliqué la première partie est terminée. Je rappelle que nous sommes dans le module présentation de Linux. Alors, nous allons voir comment mettre en œuvre la sécurité Linux de base. Voilà. Ce cours, c'est pas pour former les experts en Linux, mais c'est juste pour vous donner des bases solides ou bien les bases nécessaires pour pouvoir manipuler les outils de cybersécurité. Donc, nous allons terminer avec la notion de base. Aujourd'hui, on va continuer avec l'utilisation du shell Linux. Allons-y. Notion de base sur Linux. Nous avons défini qu'est-ce que Linux, déjà fait. La valeur de Linux dans un socle, déjà fait. C'est la même chose, oui. Et maintenant, Linux, outil Linux. Nous allons parler de Kali Linux. Nous avons pris le temps de bien détailler. Alors aujourd'hui, allons-y avec l'utilisation du shell Linux. Deuxième partie. C'est quoi le shell Linux? Sous Linux, l'utilisateur communique avec le système d'exploitation à l'aide de l'interface des lignes de commande ou encore de l'interface graphique, encore appelée GUA, Graphic User Interface. Voilà. Voilà, GUI, Graphic User Interface. Alors, l'utilisateur que nous avons ici, qui s'appelle peut-être Eric, qui est là, peut communiquer. Supposons que voici le système d'exploitation, suppose, hein, voici notre système d'exploitation Linux ici. C'est une supposition. Voilà. On dit, l'utilisateur peut interagir là et peut communiquer avec notre système Linux grâce à l'interface de ligne de commande. Par exemple. Donc là, vous voyez que nous sommes sur l'interface de ligne de commande d'une plateforme Linux. Voilà ça se voit très bien là. Voilà. Ça s'appelle l'interface de ligne de commande. Alors, donc ça veut dire en français facile que quoi? Je reprends très bien. Voici notre interface graphique, notre interface de ligne de commande ici. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai essayé de m'embrouiller un peu, je reprends. L'utilisateur utilise l'interface graphique, l'interface CLI, pardon, pour se connecter au système d'exploitation ou bien pour communiquer avec ça. Alors, on dit que la figure montre un exemple de génome terminal, un émulateur de terminal Linux répandu. Ça, pour voir sur la figure. Alors, le plus important, c'est quoi? Nous pouvons décider de passer par une interface graphique ou interface de commande ou une interface graphique. Voilà les deux options. Interface graphique, comme le génome là. Interface, pardon, interface graphique. Graphique. Donc, Eric peut passer par une interface d'une ligne de commande pour accéder là, pour communiquer avec Linux.
Il peut également passer par une interface graphique pour communiquer avec le système d'exploitation Linux. Donc, voilà les deux options. Option 1 et option 2. Bien. Dans Linux, Terminator, Xtem, Xtem, Console et Genome Terminal sont des émulateurs de terminaux répandus. Alors, nous avons par exemple un exemple ici, le Genome Terminal. Voilà comment son interface de ligne de commande se présente. Ça, c'est le Genome Terminal que nous avons devant nous. Voilà. Bien. On peut aussi avoir ETEM, Terminator, Xtem sont des interfaces CLI. Donc, on peut citer comme interface CLI. Il y a Terminator qu'on peut utiliser. Terminator. On peut utiliser comme interface graphique ETEM ou encore Xtem ou encore console, etc. Alors, Fabrice Bellegarde a créé le JS Linux qui permet à une version émulée de Linux de fonctionner dans un navigateur. Donc, ça veut dire que Fabrice Bellard a créé une troisième option qui utilise par exemple un navigateur comme Explorer. Ça passe par Explorer. Alors, par Explorer, on peut avoir un émulateur web qu'on appelle JS Linux. JS Linux, lui, est un émulateur web. Ça vous permet également d'accéder à un système d'exploitation Linux. Bon, on peut dire qu'on a trois options, en résumé. Je peux passer par une interface de ligne de commande, je peux passer par une interface graphique pour accéder à Linux, ou encore par une version web émulée qu'on appelle le GS Linux, créé par Fabrice Bellard. Alors, nous allons un peu nous amuser avec commandes de base, quelques commandes de base. Les commandes Linux sont des programmes. Ça, c'est très important. Quand nous sommes dans Linux, voici l'interface de ligne de commande d'un émulateur CLI. Quand nous sommes dans Linux, mes chers amis, nous sommes là dans Linux. Alors, sachez que si vous voyez par exemple, supposons que nous avons l'invite de commande ici, $, supposons, ça c'est l'invite de commande, c'est l'invite de commande, l'invite de commande, ça attend les commandes. Alors, je peux écrire là LS. LS, qui est une commande, c'est une commande, une commande Linux. Mais en réalité, cette commande-là est un programme. C'est un programme. Quand on parle d'un programme, ça veut dire ensemble d'instructions qu'on peut exécuter pour effectuer une tâche précise. C'est un programme informatique. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de tâches à l'intérieur à exécuter. Tâche 1, tâche 2, tâche 3, qu'on ne voit pas. C'est pour cela que lorsque nous tapons la commande, nous saisissons la commande ls, le programme s'exécute, se lance automatiquement, exécute exactement les fonctions qu'on a mis à l'intérieur. Donc ça, c'est très important. Parce que parfois, les gens ne savent pas que chaque commande Linux est un programme.
informatique. Créé pour exécuter une tâche spécifique. Voilà. On peut avoir l'ensemble de tâches à l'intérieur, mais qui permet de donner une réponse spécifique. Ça peut être une tâche spécifique ou bien l'ensemble de tâches qui donnent une réponse spécifique. Donc, ça dépend. Mais le plus important, c'est de retenir que les commandes Linux sont des programmes. Ça, c'est le plus important. Alors, j'essaie de transformer le cours sous forme d'un TP pour faciliter la compréhension. Je ne suis pas un expert Linux, mais je comprends que je connais quand même quelques bases qui me permettent de bien vous enseigner ce cours. Les commandes de base. Commandes de base. Prenons tâche 1. Bon, mon clavier en anglais, il n'y a pas de mettre tâche comme ça. C'est pas grave. Donc, lancer la machine virtuelle Workstation. Donc, si vous prenez cette vidéo, vous n'avez jamais fait Linux, vous vous amuser avec ça. On me demande de lancer la machine virtuelle Workstation. Je lance dans la machine virtuelle. Et là, Workstation. C'est Workstation. CyberOps Workstation. Je lance. Donc, si vous faites exactement ce que je vous demande, ça vous permet de comprendre ce qu'on vous demande. On dit lancer la machine virtuelle Workstation. C'est ce que je viens de faire. Attendons, la machine virtuelle démarre. Attends. Qu'elle démarre d'abord. La voici qui est en train de démarrer. Bien, mot de passe, analyste. On met CyberOps comme mot de passe. Voici donc la machine virtuelle Workstation. Workstation est une machine virtuelle Linux développée par Cisco pour nous faciliter la mise en application des commandes que nous avons étudiées. Si par exemple je viens là, je peux prendre un émulateur. Ici, on a un émulateur qui s'appelle Terminal Emulator. C'est ça que vous voyez là. On peut avoir File Manager, Mail Reader, Web Browser, Setting. Dans Setting, on a beaucoup d'options. Accessibilité, apparence, color, desktop, display, file name, manager. Il y a beaucoup de programmes là qu'on peut utiliser. Parce que notre terminal ici, le XFCE terminal, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on a aussi les ressources CyberOps qu'on verra plus tard, Wireshark, voilà, Internet Explorer qu'on peut utiliser, Internet Firefox, des multimédias, systèmes, outils systèmes, et on peut fermer. Mais pour l'instant, c'est Terminator. Voilà donc le terminal de l'analyste que nous allons utiliser pour nous amuser un peu avec le commande Linux. Donc, on dit donc lancer la machine virtuelle, c'est fait. Allez sur l'application, le bouton de menu application, cliquez sur terminal. Déjà fait. Application, terminal. Ce qu'on vient de faire. Je reviens. Ensuite, on dit maintenant, tâche 2. Utiliser la commande ls. Ls est un programme, mais c'est une commande Linux pour afficher les fichiers ou les répertoires, pour lister. ls, c'est pour lister les dossiers qu'on appelle encore répertoire ou des fichiers que nous avons dans ce disque ls. Donc, si nous prenons par exemple ici, si je viens de prendre par exemple File Manager, je peux voir les différents dossiers là, savoir où exactement je suis. Quand vous regardez là, je suis dans Home Analyst, donc le répertoire Home, et je suis dans le dossier Analyst. Ça, vous voyez ici, je suis dans Analyst là. Voilà. C'est là que je suis en train de travailler. Si par exemple, vous regardez là, ça c'est les bannières graphiques que je reprends. Si je prends là, Application, File Manager, en mode graphique, l'interface de ligne de commande que vous voyez là, ici, c'est ça là, en graphique. Nous sommes ici en graphique. À son équivalence en graphique.
Vous voyez de manière graphique, il y a desktop, il y a download, il y a l'app.support.file, il y a PG1, PG1, je ne sais pas pourquoi, second drive, tp1.text, tpccna, cisco.txt, exercice, ainsi de suite. Voici les fichiers que nous voyons et voici les répertoires que nous avons ici. Alors, je peux décider d'afficher les dossiers que je vous voyez là, mode graphique. Je peux l'afficher en mode ligne de commande. Là, je mets LS et je valide. Alors, quand je valide, qu'est-ce que vous remarquez? Les mêmes informations que nous avons de manière graphique. C'est très important de comprendre ce qu'on fait là. Voilà. Les mêmes informations que nous avons en graphique, c'est-à-dire desktop, vous voyez ça ici. Voilà ça, desktop, download, c'est download. Voilà. Si j'ai dit par exemple tp1.txt, ça c'est un fichier, voici ce fichier là ici. Donc, c'est clair. Donc, la commande ls est une commande qui permet de lister les répertoires ou bien les dossiers dans un répertoire précis. Et là, nous sommes dans le répertoire analyste. Vous voyez bien ça ici, dans le dossier analyste. Voilà les informations que nous avons. Bien. Alors, si nous prenons la troisième tâche qu'on demande de faire, saisissez maintenant ls, mais nous ajoutons l'option L-L pour L pour liste, La différence maintenant, c'est quoi? Quand nous mettons "-L", c'est pour demander plus de détails. Donc, par exemple, on affiche la taille du fichier, ses autorisations et bien d'autres encore. Donc, en fait, quand nous mettons "-ls", "-l", c'est pour dire qu'on nous liste ces répertoires ou ces fichiers, mais en nous donnant des informations plus détaillées sur la taille du fichier, des informations plus détaillées sur les autorisations, sur le répertoire ou bien sur le fichier, et aussi pour bien d'autres informations plus encore. Donc, pour mettre ici ls-l-l, ça me donne quoi? ls, non pas là-bas, c'est pas ça, désolé. ls, espace-l. Voilà, ça nous liste, donc on voit bien une différence. Le dossier desktop que nous avons vu tout à l'heure, avec ls, nous voyons que tout simplement ceci, sans aucune information détaillée. Or, quand nous prenons desktop, ça nous donne maintenant toutes les informations nécessaires. L'année de création de ce répertoire, c'est le jour, hein, du 23 novembre 2025. Ici, on a la taille du fichier de ce répertoire. Nous avons l'utilisateur en mode route qui est analyste. Il est en mode analyste. Et les autorisations que nous avons ici. On verra ce qu'on appelle autorisation plus tard. Vous voyez, chaque élément est détaillé. Chaque élément. Bien. Alors, c'est ça ici. Voilà un exemple. Alors maintenant, si nous prenons la commande ls toujours, utilisez la commande ls-la. Tout à c'est -l simplement, maintenant on ajoute le a pour afficher tous les fichiers dans le répertoire de base de l'utilisateur analyste, y compris les fichiers cachés. Donc le a vient encore, ça nous donne d'abord les informations de manière détaillée. Détaillée. Mais aussi, le A nous permet d'afficher tous les fichiers. Ça affiche tous les fichiers, sans exception. Et particulièrement aussi les fichiers cachés. Ici, par exemple, on ne voit pas les fichiers cachés là. Mais avec -a, LA, on verra les fichiers cachés comme ici, .cache, .confi, qu'on ne voyait pas. Allons-y un peu. Ajoutons seulement LA devant, le A, et on valide.
voyez que là, ça affiche encore énormément d'informations. Pourquoi? Parce que, regardez ici en haut, c'était pas tellement nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'informations là. Regardez ce qu'on a ici. On avait à peine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 événements. 12 répertoires ou bien un fichier. Maintenant, regardez là, on a une série, c'est énorme, des fichiers cachés. Ça, par exemple, on ne le voyait pas tout à l'heure, on le voit maintenant. Ça, on le voit maintenant. On ne voyait pas ça, point cache. Il y a des éléments qu'on ne voyait pas, maintenant qu'on voit. Comme ceci, par exemple, ça ne se voyait pas tout à l'heure. Ceci, par exemple, ça ne se voyait pas, c'était caché, on le voit. Local, on était caché, on ne voyait pas. Tout ceci, on ne voyait pas. Bim, info. Maintenant, on voit. Donc, la particularité de -LA, c'est d'afficher tous les répertoires, y compris les fichiers, mais particulièrement les fichiers cachés. Maintenant, étape 5, tâche 5, utilisez la commande mkdir, mk, make directory. Make est aussi pour créer. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça si vous voulez pas. Donc, pour créer un nouveau dossier nommé CCNA. Alors, je peux décider de faire ls. Je ne vois pas un dossier CCNA là. Je mets donc mkdir, make directory, mkdir. Chaque commande a un sens. Hein. Et CCNA 1. Donc, je colle 1 et je valide. Oh, mkdir. Ah, j'ai fait. Oh, pardon. J'ai mis l'espace et close sur mkdir. Désolé, je suis un peu fatigué. Il est 21 et ici, je suis fatigué. Je tenais à vous faire court parce que j'avais oublié. mkdir CCNA. Ah, désolé. Ça peut arriver, hein. Bon, c'est sur ça les aléas. Quand on est en direct, on peut faire des erreurs. C'est normal. L'erreur est permis. Alors, si on met LL, LS encore, pour lister les répertoires, nous voyons très bien le répertoire CCNA ou le dossier CCNA que nous venons de créer ici. Voilà. Bon. Je peux aussi dire CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, ça crée. Ou encore CCMP, ça va toujours créer. Ça doit créer. LS, voilà. CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCMP. Donc, MKD, c'est pour créer. Ce qu'on a dit dans le cours, c'est très facile, hein. Essayer de transformer ça vraiment pour les débutants, c'est niveau zéro. Niveau zéro, vraiment. Même si vous n'avez jamais manipulé Linux, avec les petites tâches que j'ai créées là, ça vous permet de mieux comprendre. Ça, ce n'est pas ce qui détaille comme ça. J'ai pris le temps de le faire moi-même. Donc, utilisez la commande mkdir pour créer un nouveau dossier nommé CCNA. Maintenant, tâche 6. Utilisez CD, Change Directory. Ce que ça veut dire, changer de répertoire. Change de répertoire. Change Directory en anglais, ça veut dire change de répertoire en français. Donc, CD, répertoire actif. Pour revenir CD, on peut encore mettre CD ou CD 2 points. 2 fois 2 points. Exemple, je peux dire CD pigé si je veux, ou bien CD CCNA. Voilà, CCNA 1. Là, moi j'étais dans le dossier analyste, et je vais quitter l'analyste maintenant pour ouvrir le dossier pigé qui est là, ou le dossier CCNA. Nous avons remplacé CCNA 1. Voilà, allons-y. Je peux dire CD, c'est où là? CD CCNA, voilà. CD CCNA 1. Voilà, CCNA 1. C'est l'équivalent de ceci en mode graphique. Voici CCNA 1.
Voilà ça. Voilà l'équivalence en mode graphique. Voilà l'équivalence en mode graphique. Alors, je peux maintenant saisir CL, LS, pardon, pour voir s'il y a des répertoires à l'intérieur pour les fichiers, mais LS, ça ne montre rien. Je peux ajouter -L, ça nous montre 0. Il n'y a rien qu'on a mis. On venait de créer, il n'y a rien dedans. On peut mettre LA, voilà. Ça montre les éléments cachés qu'on ne voit même pas. En mettant juste les points. Nous ne voyons pas. Donc, ça montre qu'il y a 8 éléments cachés, mais qu'on ne voit pas. Alors, on continue. Utilisez la commande mkdir encore pour créer le répertoire ou bien le dossier facture dans CCNA1. Bon, c'est CCNA1. Voilà, je dis mkdir facture.txt. Bon, là, ça va créer plutôt un répertoire toujours. Hein. C'est un répertoire. Ça va créer. Vas-y un peu. mkdir facture, tout simplement. Sans facture, tout simplement. On prend maintenant ls. Alors, on voit maintenant facture. Qui est là. Facture est déjà là. Voilà. Voilà. Question à quel niveau là? Bien. Alors, vous voyez donc, on voit bien facture que nous avons créé pour mettre point .txt, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. C'est pas un texte. C'est pas un texte. Voilà. C'est un répertoire, vous voyez ici. C'est un répertoire, mais nous avons pris plutôt CCNA1. Et voilà facture à l'intérieur. De manière graphique, c'est ça. Vous voyez ici en ligne de commande, mais de manière graphique, voilà le résultat, l'équivalence. J'aime souvent montrer l'équivalence en graphique, vous comprenez mieux. Ça permet de mieux comprendre. Voilà, on a terminé la tâche 7. Voilà, nous pouvons continuer à la tâche 8. Tâche 8. Utiliser MV. La connexion dérange un peu. Patiente. Utiliser MV pour déplacer le fichier dans un autre dossier. Je regarde un peu le temps. 28 minutes. 28 minutes déjà. Est-ce qu'on aura le temps de terminer ceci? Ça va prendre beaucoup de temps. Bon, c'est fait un peu tard. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et demain, je prendrai le temps pour faire au moins 1 heure. On va beaucoup avancer demain. Sinon, je vais quitter le bureau très tard. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas grave. On a quand même fait quelque chose. Demain, je vais approfondir à partir de la tâche 8. On va vraiment avancer. Là, il faut bien avancer. Donc, restez connectés à demain. Demain, on va évoluer. Demain. Ne vous inquiétez pas. Bien. Portez-vous bien. Et on se dit à demain. Bye bye.